Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des web rencontres du CERU. Et pour cette nouvelle web rencontre, nous avons l'honneur et la chance d'avoir Étienne Blanc comme invité. Étienne Blanc qui est donc sénateur du Rhône, qui a été rapporteur de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et qui est, il nous en parlera aussi, auteur d'une proposition de loi sur la lutte contre le narcotrafic. Alors, on est dans un moment un peu particulier puisqu'il y a eu des annonces la semaine dernière très fortes du gouvernement sur le narcotrafic. On a l'impression de découvrir un sujet. Pourtant, ça fait très longtemps qu'on parle de trafic de drogue, mais on sent qu'il y a une prise de conscience qui n'avait encore jamais eu lieu et vous avez été, monsieur le sénateur, sans doute ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte parce que votre rapport de la commission d'enquête, en parlant de risque de submersion, a sans doute changé quelque chose dans l'état d'esprit des pouvoirs publics sur la question du narcotrafic qu'on envisage désormais comme quelque chose d'aussi grave que le terrorisme. En tout cas, c'était les mots de Bruno Le Maire, c'est aussi les mots de Bruno Retailleau. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre commission d'enquête a révélé cette submersion? Comment vous pourriez définir aujourd'hui l'impact du narcotrafic en France? Je vous laisse un petit peu de temps pour placer le décor. Cette commission d'enquête, elle a été créée en fait à l'initiative du groupe des Républicains et suite à l'intervention de deux sénateurs, Valérie Boyer et Stéphane Le Rudulier, qui sont tous deux sénateurs de Marseille. Et Marseille, comme vous le savez, en 2023, a connu des drames absolument terribles, 53 morts du fait de règlements de compte entre narcotrafiquants. Et donc, le président Retailleau m'avait demandé, le président du groupe à l'époque, il m'a demandé d'être le rapporteur de cette mission et il a confié, le Sénat a confié la présidence de cette commission à Jérôme Durain, qui est sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Alors évidemment, quand on ouvre le dossier, on est sous pression de ces événements marseillais. Mais ce que nous avons découvert par nos travaux est allé bien au-delà de cette première impression de cette violence débridée sur Marseille. Très rapidement, nous avons découvert plusieurs choses. D'abord, nous avons découvert que le narcotrafic, qui a été longtemps l'apanage des régions urbaines, des métropoles, des villes concentrées, désormais concernait toute la France, y compris les territoires ruraux, y compris des toutes petites communes très éloignées des centres urbains. La deuxième chose qui nous a frappé assez rapidement quand on a travaillé sur les chiffres, c'est l'ampleur de l'activité du narcotrafic qui se traduit par un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, on l'estime de l'ordre de 6 milliards d'euros pour un résultat net de 3,5 milliards d'euros. Il faut donner des éléments de comparaison. Le budget de la justice, je crois que le dernier, il est de l'ordre de 8 milliards d'euros, un peu moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 80% du budget de la justice. Et je rappelle que le budget de la justice, c'est la rémunération des magistrats civils, administratifs, pénals. C'est aussi la pénitentiaire. C'est la construction des tribunaux, c'est leur fonctionnement. Voilà un élément de comparaison qui est particulièrement inquiétant. Donc, deuxième chose que nous avons découvert, c'est ça. C'est l'ampleur qui se traduit par le chiffre d'affaires. La troisième chose, c'est le nombre de personnes qui vivent directement ou indirectement du narcotrafic. On les estime aujourd'hui, on estime ce nombre de l'ordre de 240 000 personnes. Alors, qui ne travaillent pas à temps plein, hein, mais qui vivent directement ou indirectement de ce narcotrafic. C'est considérable. Hein, c'est la moitié de la ville de Lyon. Et la troisième chose qui nous a impressionnés, c'est évidemment la violence. Alors cette violence, elle a plusieurs causes. Ce sont deux réseaux de narcotrafiquants qui vont se battre pour avoir une place de deal. Ce sont aussi à l'intérieur des réseaux, des têtes de réseau, des responsables de réseau qui veulent éviter qu'un informateur, qu'un dealer, qu'un jeune qui surveille dans une rue un point de deal ne les quitte. Et alors à ce moment-là, on peut le capturer,
on peut lui faire subir des sévices innommables. Nous avons vu à Marseille, et nous avons entendu des policiers nous décrire ce qui a été sur les réseaux sociaux d'un gosse brûlé vif au chalumeau, d'un père de famille qui a reçu le corps de son fils démembré sur plusieurs jours. Enfin, des choses absolument abominables. Voilà. Et ça, cette violence, aujourd'hui régulièrement, on dit mais il y a eu des coups de feu, mais il y a beaucoup plus que ça, il y a une barbarie. Et quand on utilise le terme de barbarie, on ne se trompe pas. Une véritable barbarie au service de ces réseaux de narcotrafiquants. Donc pour nous, c'est tout ça que nous avons. Alors, nous ne l'avons pas découvert. Moi, j'étais avocat dans une vie antérieure. J'ai vu des affaires lourdes et des affaires graves. Mais là, on a l'impression d'une vague, d'un tsunami, d'un déferlement. Et puis, s'est posé très rapidement la question du narco-État, parce que nous avons travaillé avec l'étranger. Quand nous sommes allés en Belgique et que nous avons expliqué ce qui se passait sur le port d'Anvers, ce que fait la mafia narcotrafiquante belge pour faire pression sur les dockers, sur les ports, mais aussi sur les politiques, sur le ministre de la Justice qui a été menacé, un journaliste assassiné, un avocat assassiné. Et quand on a découvert rapidement ce qui se passait en Hollande, où la famille régnante de Hollande a reçu des pressions, des menaces d'enlèvement d'une princesse de la famille hollandaise. Donc, et on s'est dit, mais l'Europe s'achemine par un certain nombre de signes vers ce que l'on appelle en Amérique du Sud un narco-État, c'est-à-dire un pays dans lequel le crime a une pression, a une influence sur la puissance publique. Hein, ce sont des ministres assassinés, mais pire encore, ce sont dans les parlements des pressions de ces narcotrafiquants pour faire pression sur les parlementaires et faire voter des textes qui leur sont favorables. C'est ça un narco-État, c'est un État dans lequel les narcotrafiquants ont un véritable pouvoir. Et en France, on a quelques signes qui sont inquiétants. Et parmi ces signes, c'est celui de la corruption. Oui, aujourd'hui, il y a des corruptions sur les ports avec des dockers. Oui, il y a quelques signes de corruption, des actes de corruption par des douaniers qui ont déplacé un conteneur ou qui ont évité de le fouiller. Il y a quelques éléments de corruption dans la gendarmerie, parfois aussi dans la police. La consultation de fichiers, par exemple. Pour 10 ou 15 000 euros, on demande à un policier de consulter un fichier pour avoir des informations et des renseignements particuliers. Pire, de la corruption dans les greffes, greffe des tribunaux, mais aussi greffe des prisons, etc., etc. Et bien, quand on en est là, et ça a été notre conclusion dans ce rapport, c'est de dire attention, il y a désormais un certain nombre de signes qui laissent entendre que la France peut basculer, et je pèse mes mots, la France peut basculer et rentrer dans un cycle infernal qui rend ensuite totalement inopérante la reprise en main du pays. Donc il est temps aujourd'hui d'agir avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'efficacité. Pour ça, on a fait une proposition de loi, vous l'avez signalé, on va donner des moyens nouveaux, des moyens juridiques par le code de procédure, des moyens matériels, de manière à ce que la France ait sur ce sujet-là une politique extrêmement vigoureuse. Alors merci, peut-être on va revenir encore un peu sur le constat parce qu'il est effectivement il est assez saisissant. Alors j'en profite pour dire à tous les participants que vous avez l'outil questions-réponses et je préfère que vous me posiez les questions là-dessus et je vous ferai l'interprète pour que ça soit le plus fluide possible. Vous avez effectivement bien expliqué l'ampleur et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à imaginer que 240 000 personnes travaillent aujourd'hui de façon plus ou moins directe pour le trafic de drogue. Est-ce que vous pouvez un petit peu genre, préciser ce chiffre-là? Combien de personnes sont vraiment directement dans le trafic et c'est quoi les autres, quand vous parlez de ça, c'est par exemple les commerces qui font du blanchiment? Quelles sont les autres personnes qui bénéficient de ce trafic Alors, pour bien répondre à votre question, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un réseau de narcotrafiquants. Le narcotrafic, c'est comme une entreprise commerciale. Vous avez en bas du spectre le consommateur,
Et vous avez tout en haut un organisateur qui va s'évertuer à livrer le consommateur. Alors, pour le livrer, il faut produire de la drogue ou l'acheter. Il faut ensuite parfois la transformer, c'est le cas de la feuille de coca ou la fabrication de résine de cannabis. Ensuite, il faut l'acheminer sur le continent européen, en France. Donc, il faut transporter, traverser l'océan si on vient d'Amérique du Sud, traverser l'Espagne ou la Méditerranée ou aussi l'océan Atlantique si on vient du Maroc ou des pays d'Afrique du Nord. Et ensuite, il faut débarquer ces marchandises sur le sol français, il faut les acheminer jusqu'aux villes, jusqu'au point de stockage. Ici, ensuite, il faut conditionner le produit et ensuite, il faut le distribuer. Pour le distribuer, il faut des petites mains, ce sont des dealers. Et il faut ensuite récolter l'argent. L'argent, il faut le stocker, on appelle cela les sarafs. Et puis ensuite, cet argent, il faut le blanchir. Et comment le blanchir? Par des fonds de commerce, par des activités qui sont parfois totalement légales, c'est-à-dire que les narcotrafiquants sont propriétaires d'entreprises de construction acquises aujourd'hui par de l'argent parfaitement légal, parce que ça fait des années qu'on fait des opérations de narcotrafic. Donc on s'est débrouillé pour blanchir et on a acheté ici des entreprises du bâtiment, de la construction, ici des hôtels. Et ce sont des machines à blanchir, pour être clair. Dans la construction, vous avez une entreprise, elle a pignon sur rue, mais elle emploie des salariés qui ne sont pas déclarés et que l'on rémunère en espèces. D'où viennent les espèces? Les espèces, elles viennent du narcotrafic. Et c'est vrai pour l'hôtellerie, c'est vrai pour des ongleries, c'est vrai pour des barbiers, c'est vrai pour des entreprises de téléphone, c'est vrai pour de la petite restauration, l'hamburger ou le kebab, qui font un chiffre d'affaires avec de l'argent qui est de l'argent liquide. Vous savez, ces 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quoi? Mais ce sont des petites coupures de 5, 10, 20, 50 euros. On ne paye pas la drogue par carte bleue. Donc, c'est de l'argent en espèces. Ce sont des petites coupures, des systèmes de blanchiment. Donc, pour répondre à votre question, ils ne sont pas très nombreux, ceux qui sont en haut du spectre. Ils sont même parfois à l'étranger. Pire encore, ils sont parfois dans des prisons françaises. Hein, et ils continuent leur trafic. En revanche, quand vous descendez, ils sont de plus en plus nombreux. Et dans les rues, ceux qui surveillent, ceux qui sifflent, ceux qui acheminent le produit, ceux qui se livrent à la livraison de produits narcotiques avec un système d'ubérisation, la livraison en scooter, et ceux-là, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, le chiffre, il est peut-être approximatif, hein, il est approximatif, bien sûr, il est très difficile à calculer précisément, mais quand vous prenez le nombre d'affaires pénales, quand vous remontez les filières, quand on dit 240 000 personnes, on n'est pas loin de la réalité. Il y a un autre élément qui a beaucoup marqué l'opinion publique ces derniers temps justement sur la démographie de ces délinquants. C'est l'extrême jeunesse d'une partie des gens qui sont impliqués dans le narcotrafic et notamment dans les opérations les plus violentes. Est-ce que ça, c'est une nouveauté que vous avez découvert pendant le narcotrafic ou il y a toujours eu des jeunes de 13-14 ans qui étaient impliqués comme ça dans ce narcotrafic? Dans les banlieues de nos villes, vous avez beaucoup de jeunes qui sont inactifs, ils sont en échec scolaire, ils n'ont pas d'activité. On leur propose 100, 150 euros par jour pour faire le chouf, pour surveiller un point de deal, pour manipuler les produits. Oui, écoutez, pour un gosse de 13 ou 14 ans, c'est 3 ou 4 000 euros par mois. Je rappelle par ailleurs que aujourd'hui, on peut payer les loyers sociaux en espèces. Donc souvent, cet argent est remis aux parents et cet argent, on peut payer le loyer. C'est en tout cas ce que l'on nous a dit à plusieurs reprises. Donc, il y a toujours eu cette jeunesse. En revanche, ce qui est aujourd'hui frappant, c'est la dérive sur la violence. C'est-à-dire, on va remettre à un jeune de 14 ans une Kalachnikov, on va lui dire, lui désigner une cible, et il va se précipiter sur la cible, il va tirer, il ne s'est jamais servi d'armes, et il va commettre des crimes absolument abominable. Et pourquoi cela? Parce que les narcotrafiquants, ils connaissent le droit, ils savent qu'en France, il y a ce que l'on appelle une excuse de minorité, et qu'un assassinat commis par un mineur, du fait de l'excuse de minorité, c'est la moitié de la peine par rapport à un majeur.
Il y a beaucoup de cas aussi de cette nature. Et puis, il y a beaucoup de recrutements qui se font sur Internet. On les appelle les jobbers. Et aujourd'hui, vous pouvez sur Internet chercher quelqu'un qui va surveiller un point de deal, qui va transporter, vous le faites rentrer dans le réseau. Qui est-ce qui est le plus souvent sur les réseaux sociaux? Ce sont des jeunes, souvent désœuvrés. Et quand on leur propose, je vous le dis, 150, 200, parfois plus euros par jour, ben, la tentation est grande. Alors, justement, j'ai commencé à prendre quelques questions qui ont été posées. Un des points donc, qu'on n'a encore pas abordé, on a parlé effectivement des réseaux de narcotrafiquants, mais il y a la question des usagers. Pour qu'il y ait trafic, il y a forcément des usagers. On a vu dans votre rapport un peu détaillé là aussi le volume impressionnant de consommateurs de drogue. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit panorama à la fois de qui sont ces consommateurs en volume et peut-être si vous avez des profils, et puis nous parler un peu des drogues qui sont aujourd'hui disponibles sur le territoire, celles qui ont toujours existé, puis les nouvelles qui apparaissent. Dire le nombre de consommateurs, c'est extrêmement compliqué. Il faut distinguer les différentes drogues. Hein. D'abord, il y a de plus en plus de consommateurs de cannabis, de plus en plus de consommateurs de, de cocaïne, moins de consommateurs d'héroïne, semble-t-il, quoique maintenant c'est un produit qui n'est pas très cher par rapport aux autres, donc c'est extrêmement difficile de connaître le nombre de consommateurs. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que les quantités de drogue acheminées sur le territoire français sont de plus en plus importantes. Ça veut donc dire que le nombre de consommateurs augmente. Avec une chose qui est importante, quand il y a une saisie, on saisit 10 tonnes dans le golfe de Guinée, sur l'océan, dans la mer des Caraïbes, parce que c'est souvent par là qu'arrive la drogue vers les territoires français. Et il n'y a pas d'incidence sur le prix. On va saisir 10 tonnes de cocaïne, les prix ne montent pas. Ça veut dire que les quantités sont énormes et que cette saisine de 10 tonnes, elle n'est rien par rapport à la masse de drogue qui rentre sur le territoire européen. Et c'est vrai aussi pour le cannabis. Alors, ces consommateurs, quel est leur profil? Longtemps, ça a été dans le périmètre urbain, des cadres supérieurs, les milieux culturels, des gens qui avaient des moyens. D'ailleurs, quelque chose qu'il faut dire, ça a été à une époque assez bien vu de fumer du cannabis ou de faire une mine de coke. Sur le plan culturel, moi je ne vais pas citer le nombre de films français, américains, enfin, du monde entier, où on a banalisé pour un broker, pour un trader aux États-Unis, la consommation de cocaïne, avec des expressions très populaires. Tiens, celui-là, il s'est poudré le nez. Tiens, celui-là, il s'est fait une mine. C'est un peu rentré dans les mœurs. Et qui dit rentrer dans les mœurs, dit une sorte de tolérance. Je dis pas que c'était bien vu, mais c'était accepté. Moi, je l'ai vu avec l'affaire Palmade. Aujourd'hui, il est présumé innocent, mais il a reconnu, on s'en est fait l'écho, qu'il avait consommé des produits stupéfiants. On a bien vu, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les grandes chaînes d'information. Je dis pas une tolérance, mais à la limite, parfois on l'avait un peu plaint quand il était pauvre garçon, un talent aussi brillant, qui soit tombé comme ça. Voilà. Ça veut dire que dans les milieux culturels, c'était quelque chose qui était connu, qui était pratiqué, qui était un peu accepté. Et quand on se pose la question en France de la consommation, on ne peut pas s'empêcher de dire que désormais, il faut lancer contre la drogue les mêmes campagnes que celles qu'on en a su lancer, par exemple contre le tabac, par exemple contre l'alcool. Mais l'alcool s'attaque au foie, le tabac s'attaque au poumon, et la drogue, elle s'attaque au cerveau. Et elle commet là des dégâts qui sont absolument irréversibles. Moi, je suis très hostile à la légalisation du cannabis. Dans notre rapport, on ne l'a pas abordé la question, parce que rentrer là-dedans, c'était rentrer d'abord techniquement dans des investigations très poussées, médicales, psychologiques, parfois même psychiatriques. Il y avait des problèmes qui auraient été extrêmement compliqués et qui auraient un peu mis de côté la question pure du narcotrafic. Donc, et puis, moi, je souhaitais un rapport à l'unanimité. Et on sait que sur ce sujet-là, il n'y a pas d'unanimité.
Je rappelle que les écologistes, ils ont voté les conclusions de notre rapport, évidemment parce qu'on n'a pas parlé de libéralisation de la consommation. Mais tant que la France n'aura pas des campagnes de communication puissantes, comme on a fait, je vous le dis, sur le tabac ou sur l'alcool, eh bien, ce phénomène continuera à se développer. Voilà. Et pour moi, c'est un sujet essentiel. Il faut que dès le primaire, il faut que au collège, parce qu'on consomme de plus en plus au collège, il faut que l'on dise et que l'on fasse savoir que des vies sont gâchées parce qu'on est tombé dans la consommation de narcotiques. Alors, justement, sur ces sujets-là, alors, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver sur notre site internet, sur toutes les questions liées à la santé et aux drogues, les travaux qu'a fait le professeur Costantin, et vous le retrouvez sur notre site internet, puisque on a beaucoup travaillé là-dessus il y a quelques années. Moi, j'aurais encore deux questions qui sont liées à celles des participants. Vous avez parlé effectivement de la nécessité d'avoir des campagnes de prévention. Mais est-ce qu'on ne doit pas envisager aussi une plus grande des sanctions pour les usagers? Est-ce que c'est une des pistes à envisager? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est effectivement, on a parlé des drogues classiques. Alors, je rappelle quand même, le cannabis, c'est assez intéressant parce qu'on l'a souvent présenté comme une drogue douce, sauf que le taux de THC a été, et ça peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi, mais a été multiplié, je crois, par 7 au cours des dernières 20 dernières années, ce qui fait qu'on peut plus vraiment parler de drogue douce puisque sa capacité à rendre addictif et sa nocivité a été considérablement augmentée. Donc, l'augmentation effectivement du taux de THC et puis la création de nouvelles drogues de synthèse qui là aussi sont assez inquiétantes parce que elles ont l'air d'être encore plus dangereuses que celles qu'on connaissait avant. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces trois questions-là? Alors, pardon, j'ai loupé la première. La première, c'était est-ce qu'il faut simplement faire des campagnes de prévention ou est-ce qu'il faut aussi envisager des sanctions pour les usagers? Alors, sur la question des sanctions, on sait que dans le code pénal, la consommation de stupéfiants, la vente de stupéfiants, c'est un délit. Et évidemment, ça encombrait les tribunaux. Le nombre de consommateurs est tel. Donc, le législateur a créé ce qu'on appelle l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle. Donc, quand vous êtes pris en train de consommer, vous payez une amende forfaitaire, elle est de 135 euros. La particularité, c'est qu'elle est inscrite à votre casier judiciaire parce qu'on est dans le domaine délictuel. Et très clairement, le recouvrement, il est très insuffisant, c'est de l'ordre de 30%. Voilà. Et on prononce ces amendes, mais on ne les recouvre pas. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Moi, je suis partisan de sanctions beaucoup plus lourdes. Je pense notamment qu'il faut observer ce que font les Suisses. Lorsque vous avez un cadre qui gagne 5 000 à 6 000 euros, qui consomme des stupéfiants, l'amende à 135 euros, pour lui, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors certes, elle doit être inscrite au casier judiciaire, mais la sanction immédiate elle-même, elle n'est pas assez significative. Les Suisses ont un système qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire quand vous êtes poursuivi, on vous demande quel est votre salaire. Et la sanction, elle est parfois 1 ou 2 mois de salaire. Et si vous roulez très très vite sur l'autoroute, un délit de grande vitesse, en Suisse, vous pouvez avoir une amende de 30 000 francs suisses, de grosso modo 30 000 euros. Voilà. Et là, je peux vous dire, vous y réfléchissez à 2 fois. Mais si vous avez le système français, une amende, je veux dire 135 euros, pour un certain nombre de personnes, ça n'est pas significatif. Donc il faut que la France revoie ce système des amendes. Taper au portefeuille, c'est une excellente réponse quand il s'agit de lutter contre un fléau comme le sont les stupéfiants. Voilà. Il faut parler sanctions. Je veux dire, on ne peut pas ne parler que de prévention. On ne peut pas ne parler que de rééducation. Moi, j'ai été frappé, ce parlementaire LFI qui est pris en train d'acheter de la drogue, un mineur. Quand on écoute Madame Rousseau, elle dit ouais, mais enfin, il faut le comprendre, parce qu'il est sur la voie de la rédemption parce qu'il soigne. Oui, mais enfin, l'explication est quand même un peu courte, quoi. Voilà. Donc, je pense que la sanction, dans notre société qui est aujourd'hui débordée par le phénomène, elle est absolument utile et elle doit être forte de manière à ce qu'elle ait du sens. Si elle n'est pas suffisamment forte,
elle n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est sur le taux de THC. Mais c'est très simple ce qui s'est passé avec le taux de THC. Quand vous consommez du cannabis, si vous consommez un taux de THC très très faible, au bout d'un moment, l'effet de la drogue, il se ressent de moins en moins. Donc, si on veut que l'effet soit toujours significatif, il faut augmenter, il faut que la drogue soit de plus en plus puissante. Et c'est pour ça qu'en une vingtaine d'années, le taux de THC a considérablement augmenté. Parce que la drogue, elle était considérée comme trop douce, donc inefficace, donc pas assez utile pour le consommateur qui veut un produit qui soit à la hauteur de ce qu'il attend, c'est-à-dire qui lui crée ses sensations et qui soit suffisamment, entre guillemets, efficace. Hein. Et avec l'accoutumance, il faut un taux de THC qui augmente. C'est ce qui explique aujourd'hui que nous avons un taux de THC de plus en plus puissant. Et puis, troisième question, vous avez parlé des drogues de synthèse. Ce qui se passe avec les drogues de synthèse est extrêmement inquiétant. Et nous avons des drogues de synthèse dont la puissance est 50 fois celle de la cocaïne. Nous avons entendu un service qui nous a parlé d'une drogue, on appelle ça le PTC. Ça veut dire pète ton crâne. C'est une drogue d'une puissance inouïe et la consommation à 2 ou 3 reprises, ça y est, vous êtes addict. Ce sont ces vidéos épouvantables de ces sortes de cadavres vivants qu'on voit dans les rues d'un certain nombre de villes américaines, affalés, incapables de réagir et qui ont connu des dégâts physiques absolument irréversibles. Alors, ces drogues de synthèse, c'est très inquiétant. D'abord, les drogues de synthèse, d'entre elles, le fentanyl, on s'est aperçu qu'ils sont produits en Chine. Il y a d'ailleurs eu un entretien entre M. Biden et Xi Jinping, parce que, évidemment, les Américains sont directement impactés par ces produits qui viennent de Chine. Le commerce entre les États-Unis et la Chine est un commerce extrêmement important. Donc, la surveillance dans les ports est extrêmement difficile. Moi, je suis de ceux qui pensent que le fentanyl, et que les molécules de fentanyl sont aujourd'hui utilisées par la Chine pour déstabiliser les États-Unis d'Amérique. Et il ne faut pas être candide. Hein. On est aujourd'hui dans une guerre qui est une guerre hybride. Elle est économique. Elle risque d'être un peu militaire dans certaines régions du monde avec la Chine. Et dans cette guerre, l'utilisation du fentanyl, c'est quelque chose qui est utilisé. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les entreprises qui fabriquent du fentanyl en Chine sont subventionnées par la Chine. Donc, ce sont des entreprises. Alors, on dit, mais c'est un médicament, c'est utile, peut-être, sans doute. Voilà. Mais, en tout cas, en Europe, où le phénomène n'a pas encore été aussi important qu'aux États-Unis, il faut surveiller ça de très, très près. En Europe, où est-ce que sont fabriquées ces molécules de fentanyl? Beaucoup en Europe de l'Est. Donc, il faut des programmes de coopération extrêmement puissants. Interpol, mais aussi Europol, doivent surveiller ça de très très près, Eurojust sur les réseaux et sur les trafics, de manière à ce que l'on évite cette déferlante que connaissent les États-Unis et qui a des conséquences. On parle de 150 000 morts, donc c'est absolument gigantesque. Alors justement, ça m'amène à deux questions. Alors vous avez déjà commencé un peu à aborder la première. C'est effectivement, on a l'impression, vous avez parlé de la Chine, pour la Chine, de sorte de guerre hybride. Est-ce qu'il y a d'autres États aussi qui utilisent la drogue pour déstabiliser nos pays? On a entendu pendant un moment que le Hezbollah était aussi un des très grands réseaux de trafiquants de drogue. On sait que certains pays collaborent difficilement avec les pays qui sont impactés par la drogue. Pendant les auditions, j'ai entendu parler de Hong Kong. Alors, c'est encore la Chine qui semble très, très peu enthousiaste à l'idée d'aider à lutter contre le trafic. Donc, est-ce que là-dessus, on a effectivement une vraie volonté de certains États de cibler des pays occidentaux, européens et américains? Première question. Et du coup, ça amène à la deuxième question. On a l'impression effectivement qu'on connaît bien, et qui a été posée, qu'on connaît bien les routes de la drogue. Est-ce qu'il y a un moyen de contrer plus activement l'arrivée de la drogue? Est-ce que, et c'est une des questions qui est posée, est-ce que le modèle de la DEA américaine est quelque chose vers lequel il faut qu'on se dirige?
Alors, sur la première question, il est difficile à répondre parce qu'il faut regarder chaque pays. Je vous ai parlé de la Chine. Moi, c'est une conviction personnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, la Chine a une stratégie vis-à-vis des États-Unis notamment, qui est une stratégie ouverte. Et voilà, c'est une volonté chinoise de déstabiliser les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Oui. Vous avez parlé du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est l'Iran et c'est aujourd'hui toute cette région de la Syrie, de l'Irak et du Liban. Aujourd'hui, c'est avéré. Le Hezbollah a utilisé la drogue et les réseaux de trafiquants pour faire de l'argent, hein, pour parler très très clairement. Et qui dit Hezbollah dit aussi trafic d'armes. Donc il y a là un lien entre l'armement et le financement par le narcotrafic. Et vous avez parlé d'un certain nombre de pays du Golfe, avec un problème très particulier qui est le problème des extraditions. Nous savons aujourd'hui que un certain nombre de narcotrafiquants qui ont été condamnés en France, qui sont recherchés, se sont réfugiés à Dubaï ou dans d'autres Émirats. Et on a énormément de difficultés à obtenir leur extradition. Nous en parlons dans notre rapport. Alors, sur Dubaï, nous avons envoyé un magistrat de liaison. Les services de l'ambassade sont très présents sur ce sujet-là, mais c'est nettement insuffisant. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'extrade pas facilement? Parce que ce sont souvent sur des questions de procédure. Hein, c'est une signature qui manque, c'est un document qui n'est pas tout à fait conforme. Il y a une lourdeur administrative et judiciaire qui fait qu'on a de la peine. Alors, est-ce que ces États sont de bonne foi? Moi, je pense que si vraiment ils voulaient nous rendre, ces narcotrafiquants qui se sont réfugiés chez eux, ils le pourraient. Donc, sur ces États, il faut faire une pression. Et la pression, elle ne peut pas être que française. Hein. Il faut qu'elle soit européenne. Et il faut que les États-Unis nous accompagnent. Il faut qu'il y ait vraiment une pression du plus grand nombre de pays pour que ces pays-là, qui sont réticents à l'extradition, cèdent et nous renvoient nos ressortissants qui s'y sont réfugiés. Après, que font les Afghans? Oui, on produit en Afghanistan du pavot. Aujourd'hui, théoriquement, c'est interdit, mais on sait que ça se fait. Quelle est la volonté de ce pays de nous déstabiliser? Sans doute y a-t-il un certain nombre de responsables politiques qui y pensent. Après le démontrer, c'est sans doute un peu plus compliqué. Sur la deuxième question, sur les routes, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. On a des plans dans notre rapport qui expliquent d'où ça vient. Alors, je le redis, il y a trois, continents, pays producteurs. Sur le pavot, c'est l'Afghanistan, un peu les pays voisins, un peu le Pakistan. Ensuite, cette drogue, elle s'achemine à travers des pays qui sont des pays en guerre. Hein. Il faut traverser la Syrie, il faut traverser l'Irak. Et évidemment, ce sont des pays qui sont moins surveillés, du fait des problèmes de sécurité actuels. C'est pas la drogue aujourd'hui la plus présente sur le sol français. En revanche, ce qui déferle aujourd'hui sur le sol français, c'est la cocaïne. Je rappelle que la cocaïne, c'est une feuille de coca qui est produite dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Ensuite, cette feuille de coca est transformée en poudre, la poudre de coca qui déferle sur nos côtes. Et comment ça se passe? Ben, ça passe par un certain nombre de pays. Longtemps, ça a été par le Suriname. Et puis, les Hollandais au Suriname ont mis en place des systèmes de surveillance extrêmement efficaces. Donc, le narcotrafic s'est déporté sur la Guyane. Et on a eu à Cayenne le phénomène des mules, c'est-à-dire l'ingestion de boulettes de cocaïne. On monte dans un avion, et puis ensuite, en France, on expulse la cocaïne et on la commercialise. Il y a eu des actions très vigoureuses qui ont été menées par la France. Elles ne sont pas tout à fait efficaces, mais ça a été des interdictions de vol, ça a été des contrôles précis avec des scanners. Ça n'a pas été tout à fait efficace. Donc, dans notre rapport, nous proposons des mesures un peu plus puissantes. Et puis, quand ça passe pas par l'aérien, ça passe par la mer. La mer des Caraïbes, il y a un trafic dans la mer des Caraïbes entre les îles qui est impressionnant. Alors, il est surveillé par des drones, il est surveillé par des satellites, mais c'est nettement impuissant, et notamment
moyens de notre marine. Ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas anodins, hein. Ils sont importants. Et puis, on travaille là-dessus avec les États-Unis, mais ça n'est pas à la hauteur. Et puis ensuite, il faut traverser l'Atlantique. Sur l'Atlantique, on a des systèmes qui sont des systèmes de surveillance. La marine française fait un travail absolument remarquable, fait un travail remarquable dans le golfe de Guinée. Puis ensuite, il faut surveiller nos ports. Dans le port du Havre, ce sont des millions de containers qui transitent tous les ans. Les surveiller tous, c'est compliqué. Donc, il faut cibler ces containers. D'où le rôle extrêmement important du renseignement, qui permet de dire, voilà, telle entreprise, elle est suspecte, le container est parti et a été stocké dans un pays d'Amérique du Sud à tel endroit, donc il est suspect parce qu'on surveille ça. Le rôle du renseignement est absolument essentiel. Et donc ça, c'est l'acheminement par les voies maritimes. Et puis ensuite, il y a l'acheminement du cannabis. C'est essentiellement par l'Espagne et par la Méditerranée. Là aussi, il faut des systèmes de surveillance. Les douanes font un travail absolument remarquable. Elles utilisent aussi des techniques qui sont des techniques contemporaines. C'est le balisage, c'est le pucelage des véhicules. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'il y a dans la presse. Je n'en dis pas plus. Mais ce qui est important à dire, c'est que les narcotrafiquants, ils sont extrêmement mobiles. Quand on les coince sur un réseau et sur une voie de communication, ben, ils passent sur une autre. Aujourd'hui, à travers le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui sont moins surveillés, nous n'y sommes plus, nous les Français. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a une accélération de l'acheminement de produits stupéfiants de l'Afrique du Nord par ces pays. Voilà. C'est-à-dire quand on est parti, tout de suite, les narcotrafiquants utilisent ces voies de communication. Donc il faut être là-dessus très mobile, il faut être plus mobile qu'ils ne le sont. Il faut surtout échanger avec ces pays-là et échanger avec l'ensemble de la planète. Et puis ensuite, il y a la surveillance en France, sur le territoire français. Alors, vous m'avez posé la question de la DEA. Faut-il une DEA à la française? C'est vrai que les Américains se sont donné des moyens énormes avec la DEA. Hein. Ils ont un service qui est un service fédéral et on le sait particulièrement efficace. Il y a aussi des moyens procéduraux. La DEA, elle utilise notamment le système des infiltrés et les infiltrés civils. Et bien nous, en France, on ne peut pas utiliser le système des infiltrés civils, ou trop peu. Pourquoi? En droit, lorsque les services de police ont repéré quelqu'un qui est dans un réseau, c'est un civil, il est dans un réseau de trafiquants. Vous regardez, vous l'observez, puis un jour il est arrêté, et on peut décider de le laisser dans le réseau de manière à ce qu'il donne des informations aux services de police. Eh bien, quand vous faites ça, vous pouvez être complice de l'infraction, co-auteur de l'infraction, parce que quand vous êtes policier, vous devez arrêter l'infraction. Vous pouvez même être suspecté de provoquer l'infraction, puisque votre source, elle est dans le réseau et elle continue son activité. Donc, elle provoque l'infraction, elle provoque sous contrôle d'un policier. Mais enfin, on ne peut pas faire tomber un réseau si on n'autorise pas la police à instrumentaliser dans le réseau des infiltrés civils qui commettent des infractions. Il faut donc changer notre code de procédure pénale, permettre aux policiers, bien sûr tout ça sous contrôle de magistrats, hein, pas se faire comme ça, permettre à des policiers sous contrôle de magistrats de s'engager à ce que la sanction pour celui qui commet des actes, informateur civil, soit moindre, qu'il soit exonéré, qu'il soit exempté, qu'il y ait des réductions de peine, je ne sais. Il y a toute une série de dispositifs qu'on peut mettre en place. Mais c'est quelque chose de très utile et il faut que notre code pénal change. Il faut aussi qu'on développe le système des repentis. Comment la mafia italienne est tombée? Elle est tombée avec des repentis. Moi, je me souviens d'avoir suivi à la télévision une fois, par hasard là-dessus, sur le procès où Busquetta, devant 60 mafieux furieux qui le menacent de mort, il dit, mais voilà, un tel, à tel endroit, il a donné l'ordre de tuer un tel, il a réceptionné de la drogue à tel endroit, etc. C'était qu'un repenti, il était dans les têtes de réseau, il savait tout sur la mafia, et il a révélé tout ça. Et si on ne se dote pas de ces outils, on se prive de moyens extrêmement importants. Alors, juste pour finir un peu sur la partie
routes de la drogue. Il y en a une, effectivement, on pose la question sur le chat. Une donc, que vous n'avez pas évoquée, c'est le Maroc, où en plus on sait que le ministre de l'Intérieur a vu son homologue un peu sur ces questions-là. Est-ce que le Maroc est réputé pour être un des plus grands producteurs de cannabis? Est-ce que là, il y a une coopération qui est de bonne, qui est efficace. Et puis, j'aurais une autre question, c'est, on a beaucoup parlé aussi récemment des Pays-Bas. Alors là, on est sur un pays européen qui serait devenu lui aussi producteur, alors cette fois-ci de drogue de synthèse. Est-ce que on a un risque d'avoir en Europe des États qui deviennent vraiment des puissances productrices? Ça sera pour les deux dernières questions sur cette partie-là. Et après, on va essayer, parce que le temps avance, d'aborder un peu plus les solutions et les mesures qu'on pourrait prendre. Alors, sur le Maroc, vous le savez, on a été en difficulté. La France a hésité à reconnaître les droits du Maroc sur le Sahara espagnol, ex-espagnol. On était plutôt sur une politique qui tentait de nous rapprocher de l'Algérie. Elle a totalement échoué et il y a eu un revirement complet. Moi, j'en suis très heureux. Je pense que le Maroc est un pays sur lequel on peut s'appuyer pour mener des politiques puissantes. C'est une porte d'entrée sur l'Afrique, à la fois économiquement et sur le plan de la sécurité de l'Europe. Je pense que c'est un pays sur lequel on peut s'appuyer. Mais on avait un malentendu profond. Alors les choses semblent s'arranger. Il faudra maintenant, dans le cadre des échanges avec le Maroc, être extrêmement vigilant pour que le Maroc nous accompagne. Oui, on sait qu'il y a un certain nombre de trafiquants qui résident au Maroc. Oui, on sait que sur le Rif, on a de la production, de la production extrêmement importante et qu'elle déferle sur l'Europe. Donc il va falloir passer des accords avec le Maroc. C'était extrêmement compliqué quand on était dans une sorte de rupture diplomatique. C'est aujourd'hui beaucoup plus facile. Donc, dans les mois qui viennent, je pense que les choses vont évoluer. Vous avez parlé des drogues de synthèse et vous avez parlé de la Hollande. Oui, on sait qu'il y a un certain nombre de laboratoires qui ont été démantelés en Hollande. Et c'est bien le problème. C'est que ces drogues de synthèse, à partir du moment où vous êtes alimenté en fentanyl, vous pouvez les fabriquer très facilement. Et vous pouvez les fabriquer dans des laboratoires qui sont des appartements. Donc oui, aujourd'hui, on a les premiers signes de l'arrivée de ces drogues de synthèse sur le territoire européen. Donc il va falloir, sur ce sujet-là, une vigilance particulière. Et quand nous disons attention, que la France ne tombe pas dans ce que l'on peut qualifier de narco-État, on pense beaucoup à ces drogues de synthèse. Parce qu'elles ne coûtent pas cher, elles sont extrêmement puissantes. Il y a une addiction qui est une addiction absolument... On ne peut pas lutter contre ces addictions-là, donc il faut être d'une vigilance absolue. Et là encore, je le redis, Hollande, Belgique, France, on est exposé sur la mer du Nord. Et il est impératif que l'on ait des coopérations, que l'on échange sur leurs renseignements, de manière à ce que ces produits, qui sont, je le dis, extrêmement dangereux, ne viennent pas déferler sur l'Europe. Alors, une question un peu générale pour aborder la dernière partie de cette rencontre. Le gouvernement vient de présenter un plan de lutte contre le narcotrafic avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Vous-même, vous avez déposé une proposition de loi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les mesures qui sont les mesures du gouvernement et celles que vous avez présentées, en quoi elles sont soit en cohésion, soit est-ce qu'il y a des choses qui manquent d'après vous et que vous aimeriez voir arriver grâce à votre proposition de loi? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a 20 articles, ça nous entraînerait très très loin. J'ai commencé à aborder tout à l'heure la question des procédures. Pour nous, si la procédure pénale ne s'adapte pas, on a une police qui n'est pas suffisamment efficace. Donc, la possibilité pour la police d'utiliser des infiltrés civils, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Développer le système des repentis. Il existe dans notre droit depuis la loi Perben de 2002 ou 2003. Mais il est compliqué, il est lourd, il est insécure. Insécure à la fois pour les magistrats et la police qui l'utilisent, mais insécure aussi pour le repenti lui-même. Donc il faut solidifier tout cela. Et puis,
faire en sorte que la police, comment dirais-je, ne soit pas sujette à des nullités de procédure excessives. On a aujourd'hui un code de procédure pénale qui est devenu un véritable maquis. Les policiers le disent. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on a aujourd'hui des difficultés à recruter des enquêteurs parce que le code de procédure pénale est devenu trop complexe. Qui dit complexité dit niche à nullité. Donc voilà, 3 exemples. Il faut moderniser, je n'aime pas le terme de moderniser, mais il faut adapter notre code de procédure pénale à l'enjeu et au risque du narcotrafic. La deuxième chose, évidemment, mais c'est vrai pour toutes les politiques, c'est la question des moyens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le narcotrafic? Les narcotrafiquants ont des moyens financiers colossaux, donc ça leur permet d'accéder à des nouvelles technologies. Et ça leur permet d'accéder notamment à des moyens de transport qui sont des moyens extrêmement difficiles à traquer. Aujourd'hui, les narcotrafiquants, ils ont des sous-marins. Ça veut dire qu'il faut doter la douane, la marine nationale, la police de moyens nouveaux pour lutter contre ça. Alors, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, mais pas que, sont aussi des moyens matériels. Hein, les douanes ou la marine ont besoin de vedettes, ont besoin d'hélicoptères, ont besoin de GoFast parce que les narcotrafiquants ont des GoFast. Le meilleur moyen d'arrêter un GoFast, c'est la vedette et l'hélicoptère. Il faut développer, notamment dans les Caraïbes et sur l'Atlantique, à l'approche des côtes françaises, dans le golfe de Guinée. Mais il faut développer ces moyens, des moyens matériels. Pas que sur les mers et sur les océans, aussi des moyens matériels pour nos policiers, pour nos douaniers en France. La troisième chose, c'est la question du blanchiment. Le narcotrafic, il n'a de sens que pour gagner de l'argent. On ne trafique pas pour trafiquer, on trafique pour gagner de l'argent. Et cet argent, je disais tout à l'heure, c'est 6 milliards d'euros. Ce sont des petites coupures. Et pour blanchir cet argent-là, il faut utiliser des moyens extrêmement divers. Mais au bout du bout, vous avez des personnes qui ne travaillent pas, vous avez des personnes qui se livrent à ces narcotrafics, qui n'ont aucune activité professionnelle et qui ont constitué des patrimoines très importants. Et là, il y a un moyen qui est un moyen très efficace. Ça s'appelle l'injonction pour ressources inexpliquées. Vous êtes propriétaire d'appartements, vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous êtes propriétaire d'une grosse voiture, et vous partez en voyage et on sait que vous êtes proche d'un réseau de narcotrafiquants. Eh bien, il y a une procédure qui permet à la puissance publique de vous faire injonction, d'expliquer comment vous avez acquis votre patrimoine. Et si vous n'êtes pas capable de justifier, le patrimoine, dans un premier temps, est saisi, et ensuite le patrimoine est confisqué. J'insiste sur la saisie. Quand il y a une suspicion, il faut bloquer le patrimoine, parce que très très vite, l'argent s'évanouit. Donc il faut le bloquer, ça s'appelle la saisie. Et puis ensuite, il faut confisquer. Et là, il faut aller très très vite. Il faut simplifier les procédures. Et il ne faut pas hésiter à taper fort. Les Italiens sont meilleurs que nous. Les Espagnols sont meilleurs que nous. Les Américains sont meilleurs que nous. Il faut nous inspirer de ces systèmes-là pour aller beaucoup plus loin. Donc on parle de cette question-là et on fait des propositions dans une proposition de loi. C'est le troisième volet important. Puis le quatrième, moi j'insiste là-dessus, c'est la question de la corruption. J'ai entendu plusieurs ministres utiliser le terme de narco-État. Mais c'est quoi un narco-État? Tu peux parler au début de notre entretien. C'est un État sur lequel le crime a une influence. Alors, quelle influence? On peut faire pression sur un ministre, on peut faire pression sur un parlementaire, sur un policier, sur un magistrat, sur les administrations d'État, pour qu'ils se mettent au service du narcotrafic. Et là, on s'est aperçu avec mon collègue Jérôme Durin que la France n'avait peut-être pas pris suffisamment en compte ce risque correctif. Il est d'ailleurs très mal renseigné. Combien d'affaires? Alors, il y a des inspections, nous les avons auditionnées. Parfois, il y en a une inspection générale qui dit non, c'est pas un sujet, quoi. Enfin, on avait l'impression qu'ils nous disaient que ça n'était pas un sujet. C'est un réel sujet. Quand un greffier commet volontairement une faute pour qu'une procédure tombe,
Ben oui, c'est un acte grave, hein, parce que c'est le centre névralgique d'une nation, qui est la justice, et qui est touché. Et donc, il faut être extrêmement vigilant sur ce sujet-là, et nous avons fait toute une série de propositions pour mieux lutter contre ce risque corruptif. Alors, effectivement, sur la corruption, c'est sans doute une des nouveautés qu'on a vu apparaître avec votre rapport et depuis dans le débat public, parce que ça a souvent été un angle mort. On vient d'apprendre aujourd'hui que un des responsables de la police espagnole en charge du trafic a été arrêté avec plusieurs dizaines de millions d'euros de bakchich qu'il avait chez lui. Donc, ça montre évidemment que la corruption peut être avec des sommes financières très importantes. Mais est-ce qu'il y a aussi, vous parlez de pression, est-ce que on a des cas en France déjà d'élus ou de personnes qui n'ont pas été corrompus par l'argent, mais qui ont subi des pressions physiques pour obtempérer aux injonctions des narcotrafiquants? Est-ce qu'il y a déjà des pressions de ce style-là aussi? Il y a eu des pressions, oui, sur des fonctionnaires. Oui, il y a eu des pressions sur les dockers, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, ouais, nous, on est exposés. Oui, il y a eu des menaces. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, moi j'ai été frappé. Dans le département de la Drôme, on en parle beaucoup parce qu'il y a ces événements dramatiques à Romans-sur-Isère. Donc on a décidé, nous, avec le président Durin, de nous rendre à Valence. Et j'ai été frappé par le président du tribunal de grande instance de Valence. Il dit, moi, parfois, je rends des décisions, il y a 150 personnes qui sont sur le parvis devant le tribunal. Oui, c'est une pression. C'est la raison pour laquelle nous faisons aussi une proposition pour que les magistrats deviennent des magistrats spécialisés. Parce que nous savons qu'il y a eu des pressions sur des jurés. Hein, quand on connaît le nom des jurés, on peut faire pression sur les jurés. Je rappelle que les jurés, ils sont tirés au sort dans une audience publique et que le nom du juré est connu. Et à partir de ce moment-là, des pressions peuvent s'exercer sur eux. Donc, il est très important de spécialiser des juridictions, notamment des cours d'assises, pour que les criminels soient jugés par des magistrats professionnels spécialisés. Qui plus est, le narcotrafic, ce sont des techniques très complexes. La spécialisation, elle permet de mieux juger, parce qu'on comprend mieux le système, qui, je le redis, est un système particulièrement complexe. Alors justement, sur cette question-là, on sait qu'il y a la volonté soit de créer un parquet de lutte contre le narcotrafic, soit un parquet de lutte contre la criminalité organisée. Est-ce que pour vous, c'est la même chose, ces deux options, ou est-ce qu'il y en a une qui a votre préférence? Alors, c'est une discussion. Moi, j'avais donné ma préférence pour le parquet national anti-stupéfiant. Pourquoi? D'abord parce que le stupéfiant, c'est la matrice. C'est là qu'on gagne le plus d'argent. Et avec cet argent, on peut ensuite développer de la criminalité organisée, de la prostitution, du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains aussi. On peut financer. Et à partir de ce moment-là, on peut créer des véritables cartels. Et vous, on parlait tout à l'heure des narco-États. Dans les narco-États, le réseau criminel, il est tentaculaire. Hein. Il touche aux stupes, il touche à la prostitution, il touche au trafic divers, trafic de voitures, trafic d'armes, parce qu'il a les moyens d'acheter des entreprises et de constituer des réseaux puissants. Donc, pour moi, il faut taper là où il y a l'origine du financement. Et l'origine du financement, c'est le trafic de stupéfiants, c'est le narcotrafic. Alors, là-dessus, il y a une discussion qui vous voyez bien, d'ailleurs dans vos explications, vous le dites, oui, mais il y a des liens entre stupéfiants et d'autres trafics et d'autres crimes. Oui, donc c'est une des questions qui sera posée. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un sujet sur lequel maintenant il faut intervenir rapidement. Et intervenir rapidement, ça veut dire organiser sans délai le parquet sur le plan national pour qu'il soit au service de la lutte contre le narcotrafic. Et ça, c'est aujourd'hui faisable, et à la limite, c'est faisable sans texte, cette réorganisation. Donc je pense que maintenant, il faut aller très très vite dans cette réorganisation qui peut se faire par voie purement réglementaire. Et puis ensuite, selon moi, oui, il faudra aller à un parquet national anti-stupéfiant.
Alors, deux questions encore. Vous avez parlé des saisies. Est-ce que, alors ça, c'est une question de Béotien totalement. Est-ce que ces saisies-là, ça veut dire que l'argent qui est saisi ou les biens qui sont saisis peuvent être immédiatement utilisés pour financer la lutte antidrogue? C'est la grande question. Vous savez que la règle, c'est la règle de non-affectation. Mais je pense que quand vous avez 6 milliards d'activités illégales qui, depuis des années, se cumulent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des entreprises qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Il y en a un certain nombre d'entre elles qui ont été constituées avec de l'argent sale. Donc je pense que si on remonte, ou en tout cas si on s'adresse sur une année à ces 6 milliards, on arrivera à en confisquer que 20%, hein, un peu plus d'1 milliard d'euros. Ben, on pourrait apporter une réponse au service. Et on pourrait, dans le budget, augmenter les moyens qui sont donnés au service de lutte contre les stupéfiants. Mais je rappelle qu'il y a la règle de non-affectation des recettes et des dépenses. Mais à l'heure où un pays cherche les moyens de réduire le déficit public, vous avez là la possibilité de continuer à apporter un soutien senti à nos services avec des moyens qui sont des moyens plus que significatifs si on réussit à confisquer ce qui est blanchi. Alors, c'est effectivement une des premières solutions. Un autre point sur lequel on a un peu, on a entendu des choses et on l'a pas encore abordé, c'est la justice des mineurs, puisque, comme on l'a beaucoup dit, on a l'impression quand même que les réseaux utilisent de plus en plus de très jeunes mineurs, des jeunes adolescents, voire quelquefois même à la limite de l'enfance. Est-ce que là, on n'a pas à revoir totalement notre justice des mineurs? Alors, j'ai entendu parler de la volonté d'enlever l'excuse de minorité pour les moins jusqu'à 16 ans, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller encore plus bas, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes de 13 ou 14 ans qui sont impliqués? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le code de justice des mineurs n'est plus adapté à la délinquance d'aujourd'hui et que l'intérêt national, c'est aussi l'intérêt de protéger les mineurs qui rentrent dans des réseaux qui vont les amener à gâcher des vies entières. Hein. Donc il faut agir là-dessus. Alors moi, je suis pour une réforme très, très puissante. Justice des mineurs et les grandes ordonnances qui régissent cette justice, elles datent de l'après-guerre, dans des circonstances qui sont complètement différentes de celles d'aujourd'hui. D'abord, il y avait beaucoup d'orphelins. Il y avait aussi des circonstances, un pays qui était totalement désorganisé. Il y avait beaucoup de mineurs qui étaient à la rue. Et on a construit à ce moment-là une justice qui, à mon avis, n'est plus adaptée aux besoins du moment. Comment s'y sont pris un certain nombre de pays européens qui commencent à connaître des succès, notamment les Hollandais. Les Hollandais, ils n'ont pas hésité à utiliser l'emprisonnement et ils n'ont pas hésité à utiliser la sanction immédiate. Mais en même temps, ils utilisent l'emprisonnement pour un accompagnement. Mais la sanction immédiate, une faute a été commise, immédiatement il y a eu une répression, ça a été particulièrement efficace. Moi, je suis partisan en France de ce système-là. Mais là, on a une difficulté, c'est que nous avons un système carcéral qui ne peut plus absorber. Il y a 140 ou 150% de taux d'occupation. On a appris par le garde des Sceaux d'ailleurs que les 15 000 places de prison qui avaient été promises, elles ne seront pas livrées dans les délais. Voilà. Une fois de plus, on a pris un engagement et cet engagement n'a pas été respecté. Moi, j'ai rencontré beaucoup de magistrats qui disent, nous, il n'y a aucun problème. Sanctionner un mineur de 15 jours de prison ou 8 jours de prison pour lui faire comprendre immédiatement et sans délai qu'il a commis une faute et que la société le réprime, ça peut être particulièrement efficace. Mais aujourd'hui, ça n'est pas possible. Parce que les conditions d'incarcération ne sont pas bonnes, parce que les places ne sont pas suffisantes, peut-être aussi parce qu'on n'a pas, sûrement aussi, parce qu'on n'a pas l'accompagnement nécessaire. Emprisonner un mineur, c'est quand même quelque chose de lourd. Donc à la sortie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne, il faut un système qui permette de le suivre. Parfois, il est isolé, parfois, il est dans une famille monoparentale, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut qu'il y ait ce système d'accompagnement. Mais cette pensée qui dit surtout l'emprisonnement, c'est une énorme erreur, et par principe, il ne le faut pas. Je pense qu'on est au bout du bout des conséquences néfastes de cette analyse-là. La sanction de prison pour les mineurs, elle ne doit pas être exclue.
Alors, vous avez parlé de l'exemple de la Hollande. Depuis quelques jours, on entend beaucoup comme exemple qu'aurait réussi le Salvador. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple-là, où effectivement, on a vu que les conditions de détention sont, on peut dire, extrêmement sévères. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui, pour vous, ont mis en place des choses qui sont intéressantes dans la lutte contre le narcotrafic? Alors, là, vous faites référence à des pays qui sont tombés dans l'excès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, Je crois qu'en ce moment, on en parle et je me demande, ils ont été reçus, je crois, par le ministre de l'Intérieur ce matin ou hier, je crois. ouais, enfin, vous savez, ce phénomène est en train de déborder un grand nombre de pays. Vous avez des pays qui pratiquent la peine de mort, c'est le cas de l'Indonésie, hein, sur le narcotrafic. On a d'ailleurs un Français qui est toujours détenu, condamné à la peine de mort dans ce pays. Et les pays ont des réponses très, très diverses. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de regarder ce qui se passe dans les pays qui appliquent le droit et qui sont soumis à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Je vais essayer de vous citer un exemple. On a parlé tout à l'heure des infiltrés et des indicateurs. La provocation à l'infraction, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Hein. Et à partir de ce moment-là, on se prive d'un certain nombre de moyens qui sont des moyens qui sont utilisés aux États-Unis. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut observer de manière très précise ce qui, dans les pays européens qui connaissent le même problème que le nôtre, est efficace. Je suis pas tout à l'heure de l'Italie. Sur la confiscation, sur les repentis, sur les infiltrés, c'est un pays qui a su adapter son droit pour lutter contre la mafia. On a aujourd'hui le même risque que celui qu'a connu l'Italie et que connaît encore l'Italie avec les systèmes mafieux. Donc je pense que, pour répondre à votre question, oui, il faut s'inspirer du droit italien. Pourquoi s'en inspirer? Parce que le droit italien, il est en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde. Donc ça évite ensuite une sanction sur une procédure et une nullité de procédure. Je crois aussi qu'il faut s'inspirer de ce que font les Hollandais. Aujourd'hui, il y a une diminution de la délinquance des mineurs en Hollande. Je parlais tout à l'heure de l'incarcération, ça a été un des moyens qui a été utilisé par les magistrats hollandais. Là aussi, il faut être extrêmement prudent. Incarcérer un mineur, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire à la légère. Mais je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les Hollandais. Voilà, il faut aller chercher, faire ce qu'on n'aime pas le terme, mais faire du benchmarking pour trouver ce qui est efficace ailleurs. Et est-ce que cette convention de sauvegarde, elle est amendable justement pour permettre un peu plus le travail des repentis? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à moyen terme d'amender cette convention, puisqu'on semble que pas mal de pays européens ont quand même les mêmes difficultés que nous? Alors ça, c'est une grande question. Je pense qu'aujourd'hui, le droit, et notamment le droit européen, porte des atteintes à nos systèmes démocratiques. Moi, je l'ai vu avec la loi sur l'immigration. Elle est votée, alors certes à grand-peine, mais après des discussions, et elle a été pesée au trébuchet. Hein, on n'est pas tombé dans l'excès. Oui, on continue à accueillir parce que c'est une mission de nos pays. C'est une histoire française. C'était vrai sous la monarchie, et c'est vrai sous la République, c'était vrai sous l'Empire. Quand on est persécuté dans le monde, on trouve un refuge, et la France fait partie des pays. Mais ce système a été complètement dévoyé. Hein. Et puis, moi, je crois qu'un certain nombre de décisions européennes qui se sont substituées au droit français, ou en tout cas qui ont été appliquées par les juridictions françaises directement, portent atteinte à notre système démocratique. Nous ne sommes plus souverains sur ces questions-là. Il faut rediscuter tout ça. De toute façon, la situation ne peut pas durer. Vous savez, j'étais tout à l'heure avec un ancien ministre connu qui a eu des responsabilités très très importantes. Il disait, attendez, l'explosion de l'Europe, ça passera par la question migratoire, sur toute une série de facteurs et sur toute une série. En tout cas, nos démocraties sont aujourd'hui fragilisées par ce déferlement migratoire. Et ce déferlement migratoire, il est accompagné et il est favorisé par un droit européen qui n'est plus adapté aux circonstances du temps. Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est un outil
qui est au service des peuples, pour se protéger, pour assurer leur sécurité, pour assurer leur développement économique, pour assurer leur bien-être. Eh bien, quand le droit et le droit européen portent atteinte à ce bien-être, il faut réformer le droit européen. Merci. Du coup, dernière question, parce qu'effectivement, ça nous a amené un petit peu loin. Dernière question qui revient un petit peu sur celle qu'on a posée au départ. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire, en son temps, on fait souvent le parallèle entre le risque terroriste et le risque du narcotrafic. Est-ce que pour vous, c'est deux risques de même nature? Et est-ce que du coup, on doit y consacrer la même énergie? On a l'impression que nos services, ces dernières années, avec d'ailleurs beaucoup de lois qui ont été mises en place sur le terrorisme, se sont totalement adaptés à la lutte contre le terrorisme, avec des résultats qui, même si malheureusement le risque zéro n'existe pas, des résultats qui ont l'air d'être plutôt efficaces, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentats déjoués. Est-ce qu'on est en capacité? Est-ce que c'est exactement la même nature de risque? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette analogie qui est souvent faite aujourd'hui? Et ce sera un petit peu la dernière question. Donc, ça permet pour vous peut-être aussi de conclure. Alors, d'abord, le lien entre terrorisme et trafic de drogue, il est avéré avec le Hezbollah. Hein, il est avéré aujourd'hui. Le ministre Le Maire l'avait dit, il devait y avoir des informations que nous n'avions pas. Le ministre Darmanin aussi, oui, il y a des liens entre terrorisme et trafic de drogue. Je vous dis, les moyens financiers sont tels que les narcotrafiquants, ça ne leur a pas échappé, peuvent servir les réseaux terroristes qui peuvent les utiliser. La deuxième chose, c'est une question de droit. Moi, j'ai été frappé dans la lutte contre le terrorisme. Là, on a adapté le droit aux circonstances de l'heure. Le droit qui permet de lutter contre le terrorisme, on aurait dit ça il y a une vingtaine d'années, on aurait dit mais il est intrusif, il est attentatoire aux libertés individuelles. Puis quand on a eu des attentats terribles en France, il a bien fallu se protéger. Voilà. Et ce que nous disons dans notre rapport, c'est que nous devons nous inspirer de cette lutte contre le terrorisme pour créer un droit adapté à la lutte contre le narcotrafic. Alors, je vous ai cité quelques exemples. Ils seront discutés. Un autre dont on n'a pas parlé, c'est le dossier coffre. Hein. On utilise des techniques de pointe. Quand on arrête quelqu'un avec ces techniques, on ne dit pas, on ne révèle pas les techniques qu'on a utilisées. On met ça dans un dossier coffre. Eh bien, ce système-là, aujourd'hui, il doit nous imposer d'adapter le droit. Et je crois qu'il est grand temps de le faire pour éviter ce que nous disions tout à l'heure, que la France ne tombe dans ce que l'on peut qualifier de narco-État. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Effectivement, de toute manière, on retrouve votre rapport de la commission d'enquête qui est en ligne sur le site du Sénat et qui est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup pour cet échange qui, j'espère, vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de cette lutte contre le narcotrafic, de comprendre aussi la difficulté du chemin qui reste à parcourir. Je vous invite à rester connecté sur notre site internet pour découvrir la prochaine web rencontre qui aura lieu d'ici la fin du mois de novembre, vraisemblablement. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'espère que cette rencontre vous a plu. Et encore une fois, un grand merci au sénateur Blanc, à la fois du travail qu'il a accompli et puis de nous avoir accordé du temps sur cette question aussi importante. Merci à tous. Merci.